le choix de carrière que j'avais fait de dire je m'en vais en éducation physique pour l'équilibre de vie, pour prêcher ça. Je ne l'ai pas, l'équilibre de vie, là, en ce moment. Je suis brûlé tout le temps, puis je suis fatigué, puis gars, j'ai la misère à trouver une heure disponible. Là, je veux dire, c'est ça la réalité. Puis quand je reviens chez nous, puis que je t'aboute parce que je gère des élèves qui ont de la misère toute la journée, puis que moi, j'ai pas de patience avec mes propres enfants, là, peux-tu dire qu'il y a des journées que c'est absurde? Honnêtement, pas certain que je vais faire long feu, moi non plus, parce que je trouve qu'il y a tellement d'aspects négatifs. Quand les gens nous en parlent, il n'y a jamais personne qui nous dit « Wow, ça doit être vraiment le fun d'être enseignant en ce moment. » Tu sais, mettons, là, je veux dire, il y a des domaines qui disent « Wow, t'es architecte, toi. Ah, c'est malade, ça doit être débile, là, construire des bâtiments qui ont 20 étages. C'est trippant. » Quel enseignant parle de sa job de même? Tu sais, je veux dire, il y en a des passionnés, puis tu as beau être passionné, tu choisis pas les conditions dans lesquelles tu arrives, tu sais. Celui que vous venez d'entendre, c'est Martin. Il est enseignant en éducation physique au primaire et au secondaire depuis quelques années. Il est, comme plusieurs enseignants nouvellement sortis de l'université, un précaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de poste et il navigue donc d'une tâche à l'autre, d'une école à l'autre. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, on peut percevoir dans sa voix une certaine fatigue, voire même une certaine détresse. En fait, Martin est au bout du rouleau. Si on veut comprendre pourquoi, on peut se servir de ce que le sociologue américain C. Wright Mills appelait l'imagination sociologique. Dans son livre du même nom, Mills nous invite à faire la différence entre les épreuves personnelles et les enjeux collectifs. En gros, on peut dire que les épreuves personnelles sont des difficultés qui trouvent leur origine dans notre personnalité ou dans les relations qu'on entretient avec les gens qu'on connaît personnellement. On peut penser ici par exemple à un conflit entre amis ou à une rupture amoureuse. Les enjeux collectifs, de leur côté, transcendent les relations personnelles et touchent à des questions qui dépassent l'individu particulier. Les enjeux collectifs concernent donc plus largement les structures sociales. Or, il se trouve que bien souvent, ce qu'on considère comme des épreuves personnelles sont en fait le résultat de l'organisation de la société et de ses institutions. Et l'imagination sociologique, c'est cette capacité à reconnaître les enjeux collectifs qui se cachent derrière les apparences d'épreuves personnelles. Quand Martin dit que t'as beau être passionné, tu ne choisis pas les conditions dans lesquelles tu arrives, il insinue ici que ce qui lui arrive personnellement s'inscrit dans un cadre plus large, que ce qui lui arrive n'est pas une épreuve personnelle, que c'est en fait un enjeu collectif. Un enjeu qui, je crois, a beaucoup à voir avec la ségrégation scolaire. Vous écoutez Distance sociale, carnet d'un sociologue ambulant, et je suis votre hôte, Christophe Allaire-Sévigné. Dans l'épisode précédent, on apprenait l'existence de divisions à l'intérieur de l'école publique québécoise avec d'un côté des projets pédagogiques particuliers sélectifs, ou vocations, et de l'autre la classe ordinaire, qu'on appelle aussi le régulier. On a vu que ces divisions engendrent une ségrégation scolaire qui structure les rapports entre les élèves. Des rapports qui s'organisent en partie à travers une certaine hiérarchie à la fois matérielle et symbolique entre les différents programmes sélectifs et le régulier. Mais qu'est-ce qu'il y a de si pire que ça, le régulier? Qu'est-ce qui lui vaut sa si mauvaise réputation? Pour tenter de comprendre, je me suis entretenu avec Claude Lessard, grand sociologue québécois de l'éducation et professeur émérite à la Faculté des sciences d'éducation de l'Université de Montréal. Voici comment il résume. La classe ordinaire actuelle, elle a été expurgée de ses bons éléments au profit des projets particuliers et ou l'école privée. Et elle a été, en guillemets, envahie, ou en tout cas peuplée davantage d'élèves dits en difficulté d'apprentissage ou d'adaptation liés à une politique généreuse d'intégration des élèves en difficulté. La composition des classes a donc bien changé depuis mon expérience scolaire secondaire dans les années 90. Dans la littérature sur le sujet, on parle même parfois d'écrémage. Alors que dans une classe ordinaire, on retrouvait autrefois une distribution plus ou moins normale, c'est-à-dire une classe dans laquelle il y avait quelques élèves forts, des élèves moyens et quelques élèves en difficulté. Aujourd'hui, les élèves forts se retrouvent dans d'autres classes et le nombre d'élèves en difficulté augmente.
On s'imagine donc que les classes des filières sélectives et les classes ordinaires ont des dynamiques fort différentes. Le monde en régulier, là, sont plus genre, on fout ce qu'on veut. Genre, moi, personnellement, dans ma classe, c'était comme ça. Genre, on était en régulier, genre, le monde s'en foutait un peu. Genre, ils s'en foutaient vraiment de l'école. Genre, les cours de maths, là, c'était un véritable bordel. J'avoue. Moi aussi, c'était pas mal ça. En vocation, le monde, ils sont. Genre, la plupart du temps, quand ils sont en vocation, c'est à cause qu'ils veulent être en vocation. Puis, dans les cours, c'est plus. Il y a beaucoup plus d'attention, puis genre plus de participation parce que, vous ne pas, il faut que les élèves aient des bonnes notes pour rester en vocation. Ouais. Fait que le monde se force plus. Genre, eux autres qui se forcent pas, ils se font balayer au cours des années. Mm-hmm. Ouais, ben moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup moins, c'est ça, de personnes qui s'en foutaient, en guillemets. Là. Parce que, justement, comme que Sam a dit, à un moment donné, ils se font jeter de la vocation parce qu'ils n'ont pas assez des bonnes notes, puis vu qu'ils ne se forcent pas assez ou des affaires de même. Là. Le régulier peut bien avoir mauvaise réputation. Être envoyé au régulier, c'est la punition qui guette les élèves de vocation turbulents ou en situation d'échec. Cette menace qui plane sur les élèves des programmes sélectifs participe inévitablement au processus de stigmatisation des élèves du régulier qu'on abordait dans le premier épisode. Si on veut savoir pourquoi le régulier a si mauvaise réputation, je pense qu'on a ici un premier élément de réponse. Comment ne pas avoir une mauvaise réputation si ton identité est associée à l'échec et au déclassement des élèves privilégiés? Un autre élément de réponse réside dans la dynamique de classe et des conditions d'enseignement et d'apprentissage. À ce sujet, Hector Martin, qu'on entendait en ouverture d'épisode, nous expliquait la différence entre enseigner dans un groupe de programmes sélectifs et dans un groupe de réguliers. Ben, tu sais, en mon sens, pour avoir fait de la suppléance avec des groupes, mettons, en vocation, tu as des élèves qui sont motivés, donc ils arrivent en vocation, ils ont choisi une vocation, même si, prenons le 15-20% des meilleurs élèves de chaque groupe, mettons-les ensemble dans une vocation. C'est sûr que ces élèves-là ont une facilité, ils doivent maintenir un certain niveau de notes pour rester dans leur vocation. Donc, on a des élèves qui ont des capacités qui sont supérieures, qui ont une motivation qui est supérieure. Donc, ces élèves-là, quand on les met à la tâche, sont plus habiles à comprendre les consignes, à se mettre au travail. Ils ont plus d'autonomie de façon générale. Donc, alors que quand on prend les élèves dans des classes régulières, on va voir aussi, il faut se rappeler de notre fameux slogan « La réussite pour tous ». On a des élèves qui ont plus de difficultés, qui sont aussi réintégrés dans ces groupes-là. Donc, on a beaucoup d'élèves avec aussi, évidemment, les fameux plans d'intervention ou toutes sortes de diagnostics. Fait que c'est certain qu'une classe où on a moins d'autonomie, de façon générale, un petit peu moins de capacité, on va se l'avouer, on a des élèves qui ont besoin de beaucoup plus de support individuel. Donc, ce qu'on appelle la fameuse individualisation. Donc, le rapport de l'enseignant, c'est d'être plus proche et en intervention 1-1 avec ces élèves-là. Mais c'est bien entendu que c'est un groupe de 32. Si tu en as 15 qui ont besoin de support 1-1 régulier, ça devient extrêmement difficile de leur apporter ce dont ils ont besoin, surtout quand on considère qu'on n'a pas vraiment les ressources aussi qui nous accompagnent au niveau professionnel pour aider ces élèves-là. C'est certain que quand on a écrémé comme ça des groupes, on finit par manquer de leaders positifs dans une classe à un moment donné. Là, puis on a beaucoup de leaders négatifs qui sont présents. C'est certain qu'à ce moment-là, la tâche elle se fait de façon beaucoup plus ardue pour l'enseignant, mais pour les élèves aussi. On vient de leur retirer des modèles positifs dans leur groupe aussi qui auraient peut-être pu les influencer à se mettre à la tâche de la bonne façon. Puis des fois, c'est ça. On n'a plus beaucoup de modèles positifs à présenter à ces élèves-là dans notre groupe. Les conditions d'apprentissage du régulier sont donc bien différentes de celles des vocations. Et la dynamique de classe a un effet sur la réussite. Ce que dit ici Martin est largement confirmé par les recherches en éducation. La composition des classes est un facteur important de la motivation et de la réussite scolaire. De nombreux travaux ont démontré que les élèves en difficulté tirent avantage d'être dans un groupe où se trouvent aussi des élèves performants. Une de ces recherches a été menée par Isabelle Plante, professeure au département de didactique de l'Université du Québec à Montréal. Voici sa conclusion. C'est ça, dans le fond, au final, si je résume les résultats de la recherche, ce qu'on a observé, c'est plutôt un effet d'accumulation scolaire. Donc, ce qu'on a observé, c'est que le même élève à indicateur motivationnel et à niveau de réussite équivalent au primaire, s'il poursuit sa scolarité dans un groupe performant,
il va devenir plus motivé et il va devenir meilleur en fin d'année scolaire, en fin de première année du secondaire. Donc là, on voit vraiment qu'il y a l'air d'avoir là, des inégalités de ce point de vue-là. L'élève qui est dans un bon milieu va tirer profit de ce milieu-là au-delà de ses propres aptitudes à lui. Et puis l'inverse est vrai, parce qu'évidemment, il y a le pendant de cette médaille-là. Le pendant de cette médaille-là a été exploré par Alain-Guillaume Marcotte-Fournier, enseignant au secondaire dans une école publique. Dans son mémoire de maîtrise, il a démontré 2 choses pour le moins troublantes. D'abord, que la sélection des élèves dans les programmes sélectifs a pour effet de regrouper de manière disproportionnée des élèves issus des milieux défavorisés dans les classes régulières. Ensuite, que la composition des classes ordinaires qui en résulte influence négativement le rendement des élèves en mathématiques. À variables individuelles semblables, le niveau de défavorisation du groupe a eu de l'influence sur la réussite de l'élève. Donc oui, il y aurait une influence, le fait de placer un élève dans un groupe plutôt que l'autre. Et oui, vous avez bien compris. Les élèves qui ont le plus de difficultés se retrouvent dans les groupes où les conditions de réussite sont les moins bonnes. J'aimerais vous lire un extrait de l'alinéa 36 de la Loi sur l'instruction publique, qui définit ce qu'est une école. Elle a pour mission, dans le respect du principe de l'égalité des chances, d'instruire, de socialiser et de qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire. À la fin des années 60, les sociologues français Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron ont publié des recherches dans lesquelles ils démontraient que l'école républicaine française, au lieu d'offrir une égalité des chances aux élèves, reproduisait en fait la hiérarchie sociale existante. En gros, les enfants d'ouvriers sont déclassés rapidement par le système scolaire, alors que les enfants de l'élite culturelle et économique accèdent facilement aux études supérieures. Au même moment, l'acquisition de privilèges sociaux et de positions sociales enviables passe de plus en plus par l'obtention de diplômes. Ce qui fait que l'école est à la fois un centre de triage social et en même temps une institution attribuant la légitimité à la hiérarchie sociale. On peut résumer tout ça par la célèbre formule de Bourdieu: l'école transforme ceux qui héritent en ceux qui méritent. Alors qu'en France, ça a l'effet d'une bombe dans le milieu sociologique, au Québec, on n'en est pas là. En fait, dans les années 60-70, on vit un moment historique. Avec la Révolution tranquille, l'éducation se démocratise et la majorité canadienne-française accède alors massivement aux études postsecondaires. En gros, les polyvalentes nouvellement créées reçoivent des enfants d'ouvriers et plusieurs d'entre eux accéderont progressivement aux études supérieures. Mais aujourd'hui, la ségrégation scolaire faisant son œuvre, les propos de Bourdieu et Passeron semblent d'actualité. L'école québécoise participe maintenant activement à ce qu'on appelle en sociologie la reproduction sociale, en transformant ceux qui héritent en ceux qui méritent. Les enfants des milieux favorisés accèdent à l'école privée ou à l'école publique sélective, alors que les enfants des milieux moins favorisés se retrouvent dans les classes avec les moins bonnes conditions de réussite. Il n'est donc pas surprenant que pendant que plus de 90% des élèves des écoles privées et des programmes sélectifs publics poursuivront des études collégiales, moins de la moitié des élèves du régulier se retrouveront sur les bancs du cégep. Dans les médias, on utilise rarement les mots « ségrégation scolaire ». On dit plutôt « l'école à 3 vitesses ». Mais quand on s'intéresse au phénomène, on réalise que ce n'est pas tellement une question de vitesse. Tous les élèves suivent le même calendrier scolaire. On n'arrive pas plus ou moins vite aux vacances d'été en fonction de notre école. C'est plutôt une question de distance. Qu'est-ce qu'il y a de si pire que ça, le régulier? Eh bien, il rend ça difficile d'aller plus loin. Et ça, c'est vrai pas seulement pour les élèves, mais aussi pour les profs. Le professeur de l'Université de Montréal, Pierre Camanzi, s'est intéressé aux facteurs qui contribuent au désengagement professionnel des enseignants et des enseignantes, à ce qui les font passer de la vocation à la désillusion. Parmi ces facteurs-là, on retrouve par exemple le sentiment de compétence ou la satisfaction vis-à-vis les conditions de travail. Mais le facteur qui contribue le plus au désengagement professionnel, eh bien, ce sont les expériences émotionnelles négatives dues aux relations difficiles avec les élèves. À la base, dans les analyses que j'ai faites plusieurs fois, et ça a confirmé les recherches antérieures, c'est que la satisfaction professionnelle des enseignants se trouve principalement dans le sentiment de jouer un rôle gratifiant, voilà, auprès des élèves. Donc, la satisfaction se trouve là. Elle se trouve aussi dans le fait d'aider les enfants à réussir,
de les amener à réussir, bref, à se réaliser, à performer. Alors, voir les enfants, les élèves évoluer, se réaliser, aller plus loin, c'est ça la vocation des enseignants. Alors, vous en conviendrez avec moi qu'enseigner dans une classe forte, dans une école réputée où les élèves sont forts, sont sélectionnés, réussissent facilement, là où l'enseignant peut rehausser non seulement leurs aspirations sur le plan de l'avenir, mais là aussi où la tâche d'expliquer, de faire passer la matière, c'est facile. Là où, je dirais au niveau pratique, la correction des examens et des tâches, l'explication en classe, là où c'est facile, là, l'enseignant finit la journée avec une grande satisfaction. Où est-ce que ça se passe? C'est justement dans une école privée sélective ou dans une école publique sélective, dans une école ou une classe où il y a des bons élèves, entre guillemets. Là, l'enseignant en sort avec beaucoup plus de satisfaction et justement, la satisfaction, ça l'amène à la persévérance et à la motivation. Retrouvons de nouveau Martin. Comme il n'y a pas de poste, il ne choisit pas vraiment sa tâche. Et il se retrouve donc généralement avec une tâche partielle composée de groupes du régulier. Mais il lui arrive de compléter ses semaines par de la suppléance. Suppléance qui peut parfois se faire auprès d'élèves de programmes sélectifs. On l'écoute ici expliquer la différence qu'il ressent en général entre enseigner au régulier et en vocation. Je faisais 2 heures avec mes groupes. Tu sais, mettons une après-midi que j'ai 2 heures avec mes groupes, j'étais brûlé. Une après-midi de travail, 2 heures, 2 heures, 2 heures et demie, là, tu sais, deux périodes. Je pouvais passer une journée en suppléance, je ne connais pas les élèves, je n'ai pas de lien avec eux autres. Je fais une pleine journée, je suis top shape, puis je m'en vais courir 7 km après, là. J'ai de l'énergie. Puis, toi, les élèves que tu as, c'est les élèves que tu commences ton cours d'éduc, puis bon, monsieur, aujourd'hui, je fais rien, j'ai mes règles. Ah, bonjour, ça va bien, bienvenue dans ma classe. Tu sais, c'est ça, là. Donc, tu sais, là, puis de l'autre bord, tu as l'autre élève. Hey, tu sais, tu arrives en suppléance. Bonjour, on ne se connaît pas. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, monsieur? Ça, c'est le même accueil que j'ai entre mon groupe ou le groupe en vocation. Puis que tu donnes une tâche. On se place sur la ligne, on fait 3 allers-retours, puis ensuite, on revient s'asseoir en silence. C'est parti, tu n'as rien d'autre à dire. Un cours régulier, peut-être que ça te prend 5 minutes de les faire taire avant que le cours commence. Puis si tu demandes du jogging, de justesse, tu ne te fais pas crier des noms. C'est énorme, tu sais. Pour des raisons d'organisation du travail et du principe de l'ancienneté, ce sont surtout les enseignants fraîchement sortis de l'université qui se retrouvent avec les groupes de réguliers du secondaire. On écoute encore une fois Pierre Camanzi. C'est qu'on envoie on affecte les enseignants qui viennent de terminer leurs études et qui sont en précarité professionnelle, qui sont moins outillés sur la façon, sur les stratégies de gérer justement des classes, on va dire, j'aime pas le terme difficile, mais des classes les moins performantes ou des écoles les moins performantes. On les affecte là et le fait qu'ils ont moins d'expérience, moins de stratégie sur le plan, je dirais, humain, mais aussi sur le plan professionnel. Ça se combine justement avec les problèmes de discipline et les problèmes d'apprentissage, et ça se dédouble, ça interagit, et les enseignants vivent un certain épuisement, vivent une certaine insatisfaction, un sentiment d'incompétence aussi, et c'est là qu'on voit accroître la tendance au décrochage. Je suis allé en enseignement en me disant « Wow, ça va être débile, sans connaissance réelle du système, à ce moment-là, pas d'enfant moi-même. » Puis, tu sais, je disais « Oui, en stage, tu le vis. » Tu dis « Ouf, ça va être tough. » Puis c'est une chose d'être en stage, puis c'est une chose d'arriver puis d'avoir tes groupes à charge. Où est-ce que là, tu dis « OK, il n'y a personne qui a mis en place les routines, les règles, comment ça fonctionne dans ta classe. » Puis de le faire en stage, tu as quand même tout le temps un chapeau de stagiaire. Tu arrives dans une classe, puis je veux dire, clairement, j'aurais vécu ça à 23 ans, je ne vois pas comment j'aurais survécu. Là.
j'aurais droppé ça là direct. Puis, tu sais, j'en sors tellement grandi aussi, tu sais, je veux dire, peu importe qu'est-ce que tu vis dans ces expériences-là, tu sais, au niveau humain, c'est hyper confrontant, mais c'est tellement enrichissant. Je veux dire, tu te poses des questions que tu ne serais jamais posées. Sauf qu'à un moment donné, c'est extrêmement envahissant. On n'a pas parlé du milieu personnel, là. Je pense que tu demandes aux enseignants qui abandonnent pourquoi ils abandonnent, c'est l'impact dans leur vie personnelle. Épuisement, relations difficiles, de couple, avec les enfants. Tu sais, les gens se brûlent au plan personnel, c'est des burn-out. Tu sais, les gens sont vidés. On parle des conditions, tu sais, dans l'environnement de travail puis du contexte plus organisationnel. Mais au final, qu'est-ce qui fait que les gens s'en vont? C'est que quand ils reviennent chez eux, ils sont malheureux ou sont épuisés, là. Et tu sais, ça, je pense que c'est des maudites bonnes raisons de ne pas rester. Depuis notre entretien, Martin a finalement abandonné la profession. Il m'avait d'ailleurs initialement demandé de ne pas diffuser certains extraits que j'ai présentés. Mais quand j'ai su qu'il avait changé de domaine, je lui ai écrit pour lui demander si, avec le recul, il accepterait que je les utilise. Et il a généreusement accepté. Martin, d'ailleurs, c'est un pseudonyme. D'un côté, c'est pour protéger sa vie personnelle, mais aussi parce qu'au fond, son expérience n'est pas unique. Pour reprendre les mots du sociologue C. Wright Mills, le décrochage de Martin, ce n'est pas qu'une épreuve personnelle. C'est un enjeu collectif. Pour preuve, au Québec, près de la moitié des personnes inscrites au baccalauréat en enseignement secondaire ont abandonné avant la fin de leurs études. Et pour ceux qui obtiennent leur diplôme, plus du quart quitte l'enseignement après la première année et près de la moitié quitte la profession après 5 ans. Ce qu'on a appris dans cet épisode, c'est que la ségrégation scolaire a, d'une certaine manière, viré l'école à l'envers. Le système d'éducation s'est transformé au point de faire en sorte que les élèves en difficulté se retrouvent dans les moins bonnes conditions de réussite et que les enseignants les moins expérimentés se retrouvent dans les classes les plus difficiles à gérer. Dans une lettre publiée dans le journal Le Devoir en 2017, l'éminent sociologue Guy Rocher, seul membre encore vivant de la commission Parents qui a donné naissance au système scolaire public québécois dans les années 60, mentionne que les conséquences éducatives, sociales et économiques de la ségrégation scolaire sont désastreuses pour le Québec d'aujourd'hui et de demain. Dans la même lettre, Guy Rocher mentionne la chose suivante. Jamais, nous, les rédacteurs du rapport Parents, n'aurions pu imaginer une telle démission collective. Distance sociale est réalisé et produit par moi-même, Christophe Allaire-Sévigny. Vous pouvez me faire parvenir vos commentaires, suggestions ou même vos expériences personnelles en lien avec la ségrégation scolaire à l'adresse suivante sociologueambulant@gmail.com. Un immense merci aux personnes qui ont participé à cet épisode et à Guillaume Poulain pour la musique originale.